pièce, elles touchent les parois de manière à chaque fois différente et elles ne sont jamais de la même couleur en fait. Selon l'heure de la journée, selon en fait l'intensité de la lumière, la couleur de la pièce, la couleur générale change. Et donc aujourd'hui, voilà, on voit ces différentes interventions et une des dernières date aussi de Richard Peduzzi, qui était donc directeur dans des années plus récentes, qui a travaillé plutôt sur le mobilier et donc a créé toute une série de mobilier pour la villa qui venait jouer avec ces décors réalisés par Malthus. Sur la première, monumentale. Dans cette villa Médicis, il y a aussi une très grande bibliothèque. Oui, la bibliothèque a été créée par Suvet lorsque l'Académie de France à Rome s'installe à la Villa Médicis. Donc on est en 1803 et il y a tout de suite cette volonté de se dire que les pensionnaires, que ce soit les peintres, les sculpteurs, les architectes, mais aussi les graveurs, ont besoin d'étudier, ont besoin de lire. Et donc on constitue immédiatement une bibliothèque avec des volumes extraordinaires. On a par exemple une collection même de Piranèse ou de dégodés, c'est-à-dire des très grandes planches d'architecture, des collections de gravures qui viennent du cabinet du roi, pour que les pensionnaires puissent étudier. Et cette bibliothèque donc a toujours continué d'exister. Elle s'est déplacée au sein de la villa puisqu'elle était installée initialement dans le grand salon, et puis quand Malthus réaménage le grand salon, il la déplace dans la galerie de Ferdinand. Donc aujourd'hui c'est un espace en longueur, cette bibliothèque qui a été réalisée par Peduzzi, et ça comporte environ 37 000 volumes. Ce qui est particulier dans cette bibliothèque, c'est qu'à la fois, bien sûr, il y a toute une politique d'acquisition qui a suivi un certain nombre de changements depuis Suvet jusqu'à aujourd'hui, mais c'est aussi une bibliothèque qui s'est nourrie des conseils des pensionnaires. Et très souvent, on y trouve des ouvrages qu'on trouverait absolument pas ailleurs à Rome, parce que c'était les intérêts des pensionnaires qui se sont succédés dans les siècles, encore aujourd'hui, qui donc conseillent à la bibliothécaire Raffaella Carchesio qu'est-ce qu'on pourrait acheter, alors à quelle revue on pourrait s'abonner. Donc il y a aussi une très grande collection de revues patrimoniales, historiques et puis contemporaines qui essaient de couvrir tous les champs, toutes les disciplines des pensionnaires. Toutefois, quelque oiseau de nuit que je fusse, il n'en fallut pas moins partir pour l'Italie, cette terre chérie du soleil et des poètes. D'un côté, platitude stupide, de l'autre, hymne sublime d'amour et d'enthousiasme, s'élevant de la terre aux cieux. Hector Berlioz. L'Académie va accueillir des pensionnaires célèbres. On pourrait citer Charles Bernier, Berlioz, Bizet, Debussy. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a que des hommes? Alors il y a eu, on a mis longtemps avant d'intégrer les femmes. Les femmes arrivent à la Villa Médicis au début en fait du XXe siècle. Le décret d'admission des femmes date de 1903. Mais après le décret, il a eu besoin d'attendre un certain temps, et la première femme pensionnaire, c'est Lucienne Houvelmans. C'est une sculptrice. Elle arrive en 1911. Alors il faut savoir aussi que les pensionnaires se devaient de célibat à cette époque, et il y avait un âge qui était défini, on ne pouvait pas avoir plus de 30 ans. Et Lucienne Houvelmans tente plusieurs fois, et à sa 6e tentative, elle entre, elle a 30 ans, c'est vraiment l'âge limite pour participer. Et puis elle est suivie par un certain nombre d'autres femmes, telles que Lily Boulanger, la compositrice, qui viendra à la Villa Médicis accompagnée par sa mère, ou encore Marguerite.